Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. Frenchmorning.com est la première newsletter francophone aux États-Unis et c'est le partenaire média de Sounds Like Portraits. Deuxième épisode de cette série de 4 portraits consacrés au compagnonnage avec cette semaine Marion Irastorza qui a été une des premières femmes à intégrer la communauté des compagnons en 2011. Cela ne l'empêche pas de conserver encore le nom de charpentier en attendant que l'Académie française accepte de féminiser son métier. Dans le compagnonnage, le voyage est un des outils essentiels du perfectionnement professionnel et personnel. Marion raconte ici ce qu'elle a appris durant les étapes de son Tour de France, de Rodez à la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que se perfectionner soi-même? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Marion, mais pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à laisser une trace dans mes différents passages. C'est ça qui vous a amené au compagnonnage? Non, ce qui m'a amenée au compagnonnage, c'est beaucoup de rencontres et du fait de ces rencontres, je me suis dit: «C'est peut-être à ce moment-là que je vais pouvoir laisser, ma trace et pouvoir, aider d'autres personnes». Alors au moment où vous rencontrez le compagnonnage, je crois que c'est en 2011, qu'est-ce que vous cherchiez dans votre vie? Qu'est-ce que vous cherchiez? J'ai découvert vraiment le compagnonnage par pur hasard, par des rencontres humaines et j'avais une petite frustration, avant 2011, c'est que j'avais fait beaucoup d'études pour moi, mais sans vivre, une communauté, une colocation à travers mes études, des choses comme ça et quand je suis arrivée en compagnonnage, tout était lié, c'est-à-dire la formation, la communauté et c'est vraiment ça que j'ai trouvé et en tout cas que je cherchais, à travers le compagnonnage. Quel genre d'études est-ce que vous avez faites? Alors j'ai fait un bac en menuiserie agencement jusqu'à mes 18 ans. Je suis partie sur un BTS à l'école Boulle à Paris. Donc là, c'était beaucoup de théorie, j'avais perdu un petit peu la pratique. De là, j'ai fait une licence en architecture intérieure à Montauban et puis, j'avais envie de me spécialiser, de rester dans le bois, mais de trouver, bois et architecture et là, j'ai participé à une licence bois et construction à Bordeaux qui m'a permis de vraiment connaître le mode constructif d'une maison ossature bois. Et puis, sortie de cette licence, je me suis dit: «Bon, ça y est, j'ai toute la théorie. Par contre, je ne sais pas construire de maison et je ne peux pas être, une bonne dessinatrice en bureau d'études si j'ai pas, toute ces compétences manuelles» et c'est pour ça que je me suis dirigée vers le compagnonnage. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'être, ultra motivé, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'avoir envie d'apprendre et à partir de ce moment-là, on peut soulever des montagnes. Comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes entrée dans le compagnonnage? Parce que vous êtes une femme et ça, c'est totalement nouveau dans cette tradition. C'est vrai que je suis arrivée sans crainte, sans peur, pensant que, être une femme finalement n'allait pas, changer, le cours de ma vie, en tout cas en compagnonnage. On peut Heu, rappeler que ça ne fait que depuis 15 ans que les femmes sont admises et voilà que, entrant en 2011, vous êtes parmi les premières. et oui, parce que quand moi je suis arrivée dans le compagnonnage, j'ai rencontré en tout cas des hommes qui avaient commencé leur Tour de France sans être, entourés de filles dans les maisons de compagnons. Donc c'est vrai que, qu'il y avait encore on va dire une génération de compagnons à faire passer pour qu'on puisse réellement être accepté. Alors moi, c'était assez particulier, on n'était toujours que deux trois filles dans les villes. On ne vivait pas dans les maisons de compagnons puisque les structures n'étaient pas forcément, adaptées à nous, donc on était en foyer jeunes travailleurs, enfin, donc il y avait quand même une petite, rupture entre, la maison de compagnons et les filles. Mais avec un peu de caractère, avec l'envie d'apprendre, on a su, en tout cas moi j'ai su, me faire accepter et m'intégrer, pleinement à une maison de compagnie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas compagnonne encore aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est vrai qu'on a un vocabulaire, qui a été acté il y a très longtemps et aujourd'hui, si on veut féminiser,
les noms chez les compagnons, les métiers, mais il faut que l'Académie française puisse nous donner l'aval. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la langue française, donc à nous de faire des propositions et à l'Académie française de nous dire OK, c'est parti, vous pouvez dire compagnonne. Donc pour l'instant, c'est pas acté. Alors Marion, vous êtes prévôt, j'ose pas dire prévote, on dit encore prévôt, On j'imagine, dit encore prévôt, oui. prévôt de la maison de Reims, de la maison des compagnons du devoir à Reims. En quoi consiste ce travail? Alors moi, je m'occupe de toute une maison de compagnons avec plusieurs métiers. Donc j'ai mis un petit peu mon métier de charpentier de côté pour pouvoir m'occuper d'une dizaine de métiers. Je m'occupe de l'accompagnement des jeunes dans la maison, mais également du recrutement, de la promotion du compagnonnage. Donc j'accueille presque 250 apprentis par an pour leur donner envie de partir sur le Tour de France. Et puis j'ai à charge aussi tout ce qui est patrimoine, animation de la communauté et placement et suivi des jeunes en entreprise. Donc c'est assez vaste. Est-ce qu'on peut dire que vous avez le rôle de la mère, de ce qu'on appelait avant la mère dans les maisons de compagnons? Est-ce que c'est exactement ça? Alors non, la mère, à l'époque, c'était la seule figure féminine d'une maison. C'était une dame hôtesse ou une maîtresse de maison. C'est quelqu'un qui est toujours, hein, puisque ça existe toujours, les mères, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'hébergement et de la restauration dans une maison de compagnons, mais c'est également une travailleuse sociale qui est l'oreille des jeunes, qui est à l'écoute des jeunes garçons et maintenant des jeunes filles pour les aider dans le quotidien. Donc, je suis une nouvelle figure féminine. Est-ce que vous avez remarqué que la mixité apportait quelque chose de plus à l'institution, à la façon dont vous vivez vos valeurs? Bah, complètement, je pense que les filles ont ramené un petit peu de douceur, un peu de rondeur, au compagnonnage. Elles ont permis à certains garçons de s'adoucir un peu, de peser leurs mots, de parler un petit peu moins crûment et voilà, de réfléchir dans leurs actions. Et puis ça apporte un regard nouveau parce qu'une femme et un homme, ça ne pense pas pareil. Et je pense qu'une femme apporte peut-être un peu plus d'initiative dans certaines actions. Je pense un peu plus de bienveillance. Du coup, il a fallu changer le règlement. Alors, on n'a pas changé grand-chose parce que je pense que les compagnons à l'époque ont estimé qu'il ne fallait pas tout bouleverser. Bien sûr, dans le logement, on a un logement séparé, donc il y a une aile pour les filles et puis une aile pour les garçons. Et la seule chose qu'on demande, c'est de ne pas avoir de relations intimes dans la maison. Voilà, tout simplement parce que c'est un internat, malgré tout. On est là pour se former, pour apprendre un métier. Et puis, on sait très bien que se mettre en couple peut attiser les jalousies. Et aujourd'hui, ce n'est pas notre intérêt. Donc, voilà, on demande juste à respecter ça et après, toutes les relations roulent, quoi. Alors, quand vous avez été admise dans le compagnonnage, comment ça s'est passé votre entrée chez les compagnons? Déjà, j'ai fait une licence à Bordeaux avec 4 compagnons charpentiers dans ma licence. Donc j'ai connu le compagnonnage à travers eux et ils m'ont intégrée au compagnonnage. Ils m'ont fait venir dans une maison de compagnons. Donc quand je dis que le compagnonnage, c'est des rencontres, pour moi, ça a été ces 4 magnifiques rencontres, qui m'ont fait découvrir cela et un jour, je me suis dit: «Mais tiens, pourquoi pas moi?» Donc ils m'ont dit: «Beh, viens un samedi matin, viens à Bordeaux, rencontre le prévôt et c'est parti pour le Tour de France». C'est ce que j'ai fait, j'ai rencontré le prévôt, on a longuement discuté, il m'a demandé de choisir 3 villes, j'ai choisi. Le hasard a fait que, j'ai été envoyée à Rodez pour la rentrée de septembre et l'aventure commençait comme ça. Et voilà, j'ai été envoyée là-bas au même titre que j'aurais pu être, envoyée à Marseille ou à Paris et voilà, donc j'ai laissé faire la chose et j'ai aucun regret et je suis très contente d'être allée à Rodez. Alors, le premier jour, quand vous arrivez à Rodez, comment est-ce que vous êtes accueilli? Bah, écoutez, très bien parce que, ce qui est assez fou chez les compagnons, moi je dis toujours: «L'intégration, elle dure 2 minutes 30». En fait, vous franchissez le pas d'une porte et quelqu'un vient vous voir en disant: «Hey, tu nouvelle?» «Beh, oui, voilà, bonjour, je suis charpentier». «Ah beh, super, attends, bouge pas, je vais appeler les autres charpentiers, ils vont venir t'accueillir». Et c'est parti. Et vous faites partie d'un groupe, vous faites partie de la maison et il y a aucun préjugé quand vous arrivez. Donc vraiment l'intégration a été hyper simple. Vous arrivez souvent un samedi, le samedi soir, tous les nouveaux sont là.
accueillis par ceux qui sont déjà dans la maison depuis quelques mois et ça roule. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites pendant votre séjour à Rodez? Est-ce que vous faites des études? Est-ce que vous travaillez en même temps? Comment ça se passe? Alors oui, on suit une alternance, c'est-à-dire que la journée, on est en entreprise comme un salarié classique ou un apprenti. Et puis, le soir, ce qui fait la particularité des compagnons, c'est ce qu'on appelle les cours du soir. Donc de 8 heures à 10 heures, on se retrouve en salle de cours, donc chaque métier a sa salle de cours. Et puis c'est là où on apprend, notre métier à travers du dessin technique, à travers de la technologie. Et puis toutes les 6 semaines, on part 2 semaines au centre de formation pour, vraiment se former à temps plein, que ce soit sur de la pratique ou de la théorie métier. En fait, le Tour de France commence pas tout de suite. Quand vous dites je suis allé à Rodez, ça n'était pas votre Tour de France. Non, Rodez, c'était mon apprentissage. On ne compte pas le Tour de France sur un apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font l'apprentissage chez les compagnons et qui finalement n'adhèrent pas aux valeurs du compagnonnage et ne donnent pas de suite après leur examen. Donc on préfère parler de Tour de France à partir du moment où on change de ville suite à l'obtention du diplôme. Pendant que vous êtes à Rodez, comment se fait le parcours dans le compagnonnage lui-même? Quand on va en salle de cours, on a une progression à faire. La progression, c'est un certain nombre de dessins techniques, à produire et un certain nombre de maquettes, donc de pratiques. Petit à petit, on avance. Nos responsables charpentiers, pour mon métier, nous suivent et nous disent: Là, tu commences à être bien, à maîtriser ton métier et cetera. Peut-être que tu peux envisager, d'autres projets». Donc ils nous mettent doucement sur la voie, d'une future adoption pour pouvoir partir sur le Tour de France. Il faut savoir que l'adoption, ce n'est pas qu'une question de niveau professionnel, il y a aussi tout un côté communautaire. C'est-à-dire qu'on va regarder si le jeune, il s'implique dans une maison, s'il prend des responsabilités, si surtout il est capable de vivre en communauté, parce que tout le monde n'est pas capable de l'être. Et à partir d'un moment, si moi je me suis pleinement épanouie au sein de la communauté et dans mon métier et je me suis dit: «Il ne faut pas que mon aventure, elle s'arrête à la fin de mon examen». Du coup, je vais faire les démarches pour demander à partir sur le Tour de France et du coup, être ce qu'on appelle adopté, pouvoir continuer et aller dans d'autres villes. Quand on fait la demande pour partir sur le Tour de France, les compagnons de notre métier, nous donnent un travail à faire qui est plus ou moins important selon notre niveau. Et ce travail nous permet déjà de mener un chantier de A à Z seul et d'apprendre à s'organiser, de montrer qu'on commence à avoir des compétences professionnelles. Et ce travail nous permet de passer le cap de l'adoption et du coup de vivre une cérémonie dans laquelle on nous inculque en fait des valeurs, un message important pour pouvoir continuer sur le Tour de France après. Quel a été votre travail d'adoption? Le travail qui vous a permis d'être adopté? Donc moi, je vivais dans un foyer jeunes travailleurs, à 5 minutes à pied de la maison des compagnons. Et il y avait une cour qui était un peu à l'abandon, que je trouvais assez triste. Et j'ai proposé au directeur du foyer de bâtir un kiosque pour pouvoir abriter les jeunes et faire vraiment créer un lieu de rassemblement. Voilà, donc j'ai proposé le projet qui a été accepté, je l'ai proposé aux compagnons. Et du coup, j'ai bâti un kiosque octogonal. Pendant ce parcours, vous êtes rémunéré par votre stage en entreprise. C'est un peu comme ça que ça se passe. Oui, voilà, on est ouvrier, au même titre que quelqu'un qui ne ferait pas le compagnonnage. Donc du coup, c'est l'entreprise qui nous rémunère et nous, derrière, on a, ce qu'on appelle une pension à reverser aux compagnons pour, vivre et manger, au sein d'une maison. Quelles étaient vos relations avec les charpentiers dans l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé? Puisque vous avez un parcours un peu différent du charpentier qui sort d'une école. Je pense qu'il ne faut pas être une princesse quand on arrive, hein. Faut pas commencer à avoir des exigences ou se plaindre. À partir du moment où on sait s'adapter à un environnement, tout va bien et c'est vrai que moi, j'ai été très vite intégrée. Alors, ça a été un peu plus compliqué sur chantier. J'ai passé beaucoup de temps en atelier au départ. Sur chantier, un petit peu plus compliqué. J'avais pas forcément les gestes. Il faut réagir vite. Mais voilà, je pense qu'on tombe quand même sur des bonhommes qui ont pas mal de bienveillance et qui sont là pour que de toute manière le chantier avance. Donc, ils n'ont pas le choix que de vous accompagner. Sinon, on ne sert à rien, quoi.
Après Rodez, qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle autre ville êtes-vous allé pour poursuivre votre parcours de compagnon? Alors après Rodez, j'avais demandé la Haute-Savoie, donc je suis allée à Villaz, qui est juste à côté de Annecy et j'avais vraiment envie de faire ce pourquoi je m'étais engagée en Charpente, c'est-à-dire de la maison au Saturbois, du chalet. Moi, c'était un rêve de petite fille. À Villaz, tout était encore plus facile puisque, j'étais adoptée. J'étais ce qu'on appelle aspirante, donc du coup, j'étais déjà acceptée de mes pairs, si je puis dire. Voilà, j'ai été accueillie. OK, tu es aspirante, tu es là pour faire ton boulot, super. Après, j'ai toujours été bosseuse, donc j'ai eu aucune difficulté au sein des compagnons, en tout cas à Villaz. Et puis au sein de l'entreprise, un peu plus compliqué. Je sortais d'un apprentissage en bâtiment agricole. Ça n'a vraiment rien à voir avec les chalets. Je me suis accrochée. J'ai pris pas mal de réflexions dans les dents, mais je pense que c'est ça aussi qui fait grandir. Qu'est-ce que ça veut Et dire exactement? j'allais pas assez vite, mes gestes étaient pas assez, assez francs. J'avais beaucoup d'hésitation parce que c'est la première fois qu'on me demandait d'être un peu plus autonome et voilà, mais sans ces réflexions-là, j'aurais pas fini mon année, aussi bien qu'elle avait commencé. Enfin, en fait, on a la chance dans ce métier-là d'être très franc, de se dire les choses et du coup, ça nous permet de réagir très vite et surtout de ne pas être rancunier. Donc, ça a été une année très, très, très enrichissante professionnellement parlant. À partir de Villaz, où est-ce que vous partez ensuite? Alors ensuite, je pars à Chinon, en Touraine. J'avais envie de découvrir un petit peu l'univers des châteaux. J'ai eu la chance de tomber sur un très bon responsable avec qui j'embauchais et qui croyait très, très, très fortement à l'arrivée des filles en compagnonnage. Donc là, j'ai pris énormément de confiance en moi à ce moment-là, vraiment. Et au niveau de votre parcours chez les compagnons, après que vous soyez devenu aspirant, comment ça s'est passé ensuite? Les années d'aspirant, ça se compte entre 3 et 5 ans. En fait, être aspirant, c'est aspirer à devenir compagnon. C'est vraiment enfin, une période, je vais dire, où on apprend de notre métier, où on évolue et du coup, ça dure plusieurs années. On a une progression métier à faire, aussi. On a des diplômes à passer pour prouver qu'on est professionnellement parlant, on a un bon niveau. Pour moi, ça a duré, plus de 4 ans et en fait, chaque expérience dans des villes différentes, avec des personnes différentes, nous apprend à nous adapter à toute situation, à nous connaître, à connaître nos défauts, nos qualités. Enfin, c'est, je pense, avant tout une expérience humaine avant d'être une expérience professionnelle. Quel a été le moment le plus fort de vos années de Tour de France, c'est-à-dire entre le moment où vous avez été adopté et le moment où vous êtes devenu compagnon? Il y en a eu énormément. Je pense que chaque année, j'ai ressorti quelque chose de mon expérience. Il y a eu des années où, au niveau professionnel, ça a été extraordinaire. Genre, j'ai fait des chantiers uniques. On peut prendre des Oui, exemples? alors, beh, Villaz, les maisons que j'ai fait étaient juste, extraordinaires, en plein milieu de la montagne, avec vue sur le Mont Blanc et ainsi de suite. En Bretagne, par exemple, à Rennes, j'ai travaillé 4 mois sur, la tourelle d'un château, le château de Combourg et pour moi, c'était une expérience, extraordinaire. Quand on vous dit un jour: «Je vais bâtir un château», vous y croyez pas. Là, c'était une tourelle, mais pour moi, c'était exceptionnel. J'avais l'impression d'être privilégiée, en fait. Racontez-moi ce qu'il y a d'extraordinaire j'imagine, quand on restaure une tourelle d'un château comme ça. Mais déjà, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est-à-dire que tu as été construit, mais pas dans les conditions actuelles. Je veux dire, il y a eu de la sueur, il y a eu le labeur des hommes pour construire ce genre d'édifice. Et puis, c'est des bouts de bois qui sont là depuis 400, 500, 600 ans. Et vous arrivez, enfin, je pense que vraiment, vous arrivez avec une humilité incroyable dans ce genre de chantier où vous voulez pas trahir ce que l'homme, il y a 500, 600 ans, a fait. Voilà, donc vous arrivez vraiment avec de l'humilité pour essayer de réparer, pour essayer de rebâtir ce que le temps a abîmé. Est-ce que vous avez eu l'impression quand vous êtes rentré la première fois dans ce chantier, de communiquer avec celui, peut-être l'ancien compagnon il y a des siècles, qui avait construit cette charpente? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là de partager cet amour du beau, du travail bien fait?
Et déjà, on s'imagine comment ça a été, construit. On essaye de deviner, comment, cette pièce de bois a été placée. Donc, forcément, on essaye de se projeter dans le chantier, à ses débuts. Et puis oui, on espère que, au fond de soi, qu'un compagnon ou 2 soit passé par là, et d'ailleurs, nous, à chaque fois qu'on fait, ce genre d'édifice, quelque part caché, on laisse nos initiales gravées dans le bois pour que, dans quelques années, ou enfin dans des centaines d'années, quelqu'un les retrouve et se dise: «Tiens, un compagnon est passé par là». On laisse notre petite trace, pour, les générations futures, donc oui, on est un peu en communion avec le passé et aussi avec le futur. Donc c'est pas en fait la signature d'un individu, c'est la signature des compagnons, puisqu'on ne peut pas vous retrouver ensuite avec Non, simplement vos initiales. non, 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 voilà, après, nous, par exemple, chaque métier a son blason, donc c'est vrai qu'en général, on dessine le blason pour dire: «Hey, c'était un compagnon et pas quelqu'un, lambda». Mais voilà, nous, on est content d'avoir laissé, juste nos petites initiales sur un bout de bois, qui va rester là, 400 ou 500 ans. Quels ont été vos plus grands souvenirs pendant ce Tour de France, Marion? Un des plus beaux, en tout cas, reste mon année à l'étranger, où j'ai eu la chance de partir en Nouvelle-Zélande. Voilà, chez les compagnons, on a la possibilité de partir où on le souhaite dans le monde, et moi, je voulais partir dans le pays le plus éloigné, qui puisse être, et du coup, je me suis retrouvée à 19 000 kilomètres de chez moi, pendant un an, et ça a été, l'une des plus belles aventures, de ma vie. Comment est-ce que vous avez été accueillis? Même question, parce que l'accueil, ça dit beaucoup de la manière dont va se passer le séjour. Alors moi, j'ai fait le choix de vivre en famille d'accueil, donc c'est vrai que j'ai eu un très bel accueil, beaucoup d'accompagnement dans le pays, et en fait, ça devait durer une semaine et ça a duré 8 mois parce que c'était une famille qui était, moitié, néo-zélandaise, moitié, maori, et j'ai bien senti que j'allais pouvoir partager une culture, incroyable avec eux. Très bel accueil en tout cas, au niveau du pays, et puis en entreprise, j'étais la petite Frenchie, qui vient travailler, et en plus une fille, là pour le coup, aucun de mes collègues n'avait travaillé avec une fille auparavant. Donc voilà, j'étais un peu la petite protégée et c'était sympa. Un très bon accueil, une très belle expérience. Même si le travail n'était pas extraordinaire en soi, humainement, c'était top. En Nouvelle-Zélande, il y a eu un moment où je me suis retrouvée à ne plus avoir de sous, j'avais plus rien, et en fait, j'ai appris à me contenter de ce que j'avais, et de me réjouir de la moindre petite chose, et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup appris pour mon retour. C'est que, enfin, j'ai arrêté de me plaindre parce que la viande était trop cuite ou parce que, j'avais plus d'argent sur mon compte, en banque. Enfin, je crois que j'ai appris à vivre simplement en Nouvelle-Zélande, et ça, c'est juste énorme. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé pour que vous vous retrouviez dans cette situation éprouvante? Déjà, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est pas, en France, on a beaucoup de chance. On a une sécurité sociale qui est top. En Nouvelle-Zélande, du jour au lendemain, on peut vous dire: «Beh, voilà, j'ai plus de boulot pour toi, tu arrêtes de travailler». Donc vous pouvez vous retrouver au chômage du jour au lendemain, et moi, ça a été un peu le cas. En fait, mes parents sont venus faire un road trip, avec moi, au mois de décembre, et à mon retour, mon patron avait embauché quelqu'un d'autre, et du coup, je me suis retrouvée sans travail. Donc ça a été un peu compliqué, et puis, j'avais acheté un véhicule, et le moteur a lâché, et j'ai dû sortir beaucoup de sous pour pouvoir le réparer. Donc je me suis retrouvée, sans travail, avec des frais, sur mon véhicule, et voilà, mais j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, j'ai fait des petits travaux dans la famille d'accueil pour qu'ils continuent à m'héberger le temps de retrouver un travail. Voilà, mais ça c'est bien, ça nous apprend la vie aussi. Quelle a été la ville ensuite dans votre Tour de France après la Nouvelle-Zélande? Ensuite, j'ai été affectée à Lille, mais je travaillais en Picardie dans une petite entreprise, ce qu'on appelle chez nous une campagne. Donc la semaine, j'étais en Picardie et le week-end, j'allais à Lille. Voilà, une expérience assez éprouvante parce que je rentrais de Nouvelle-Zélande, donc déjà le dépaysement était assez dur, et surtout j'avais, un apprenti à ma charge. J'étais pas encore au top professionnellement parlant, et pourtant j'avais déjà beaucoup de responsabilités. Je me suis retrouvée à gérer des chantiers toute seule avec un apprenti. Donc voilà, c'était double responsabilité, et à la fois donner du travail à l'apprenti et lui transmettre mon métier,
et à la fois gérer mon chantier. Donc ça, c'était assez éprouvant, mais ça m'a beaucoup, beaucoup appris et beaucoup formé. Est-ce que vous avez encore visité d'autres villes dans votre Tour de France après Lille? Alors oui, ensuite je suis partie à Rennes, du coup, où j'y suis restée 1 an. Très bonne expérience. Alors voilà, il y a un peu de tout. Rennes, j'ai beaucoup appris au niveau du métier puisque c'était l'une des premières fois où je faisais de la rénovation. La rénovation, il faut vraiment, revoir tout son métier puisqu'on n'aborde pas, les chantiers de la même manière. Il faut visualiser, il faut réfléchir. Donc c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Voilà, humainement, un peu plus compliqué pour moi. J'étais entre 2, c'est-à-dire que j'avais envie de devenir compagnon et puis finalement, au niveau professionnel, j'étais pas encore prête. Ça a été une année un peu de césure, mais j'ai tellement appris professionnellement parlant que j'ai décidé, de devenir compagnon dans la ville d'après et c'est pour ça qu'après je suis partie sur Reims pour pouvoir tailler mon chef-d'œuvre et devenir, compagnon. Tailler votre chef-d'œuvre, c'est une belle expression, ça. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le chef-d'œuvre que vous alliez faire ou est-ce qu'on vous l'a imposé? Alors c'est moi qui l'ai choisi. On a cette chance-là, chez les charpentiers, c'est vraiment de faire un projet qui nous tient à cœur. Alors bien sûr, il ne faut pas partir dans des choses trop farfelues, mais on a carte blanche et moi je voulais pas faire quelque chose, comme les autres, c'est-à-dire une table ou une reproduction, d'une halle et la chance que j'ai eue, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, je suis tombée sur un restaurant dans les arbres qui ressemble un peu à un cocon et je me suis dit: «C'est ça que je veux faire» et puis en plus, il y avait de la courbe et pour moi, la courbe, c'est la féminité. Voilà, je voulais pas faire quelque chose de trop rigide donc j'ai eu la chance de pouvoir faire, la reproduction de ce restaurant dans les arbres à l'échelle, 1/10 et c'était vraiment, un magnifique projet que j'ai réalisé en 600 heures. Alors dites-moi comment vous avez été aidé pour réaliser votre chef-d'œuvre. J'imagine qu'on ne le fait pas tout seul. Alors oui et non. Alors on est aidés, on n'est pas parrainés en fait. Il y a un compagnon sédentaire qui devient vraiment notre parrain pour 4 mois. C'est lui qui va nous aider à trouver des solutions techniques, qui va nous dire: «Attention, là tu fais bien, là tu fais mal». Donc on est extrêmement bien aiguillés. Après l'intérêt, c'est quand même de réaliser les choses par soi-même. Moi j'ai beaucoup demandé d'aide à mon parrain sur des choses que je n'avais jamais réalisées. L'intérêt, c'est pas de prouver qu'on sait le faire, c'est d'apprendre à le faire et le faire bien. Mais, c'est un moment où on se retrouve quand même, seul face à soi-même pendant 4 mois, tous les soirs, les week-ends, les vacances, de Noël et c'est un moment vraiment, de plénitude intense où on se découvre des défauts, des qualités, on apprend à se connaître, on fait un point sur sa vie passée, sur sa vie future. C'est vraiment un moment exceptionnel Il y a pour des moi. moments où vous avez envie de tout abandonner, ou de dépression parfois? Moi, j'ai jamais voulu abandonner parce que je suis une battante et que je donne raison à personne, quand les gens ne croient pas forcément en moi. Mais il y a des moments où on doute, oui, on se dit: «Mais est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je vais y arriver?» Donc il y a des gros, gros moments de faiblesse et c'est beau de voir comme en une nuit, de sommeil, on peut repartir, rebooster à 300 et on a toujours des gens qui nous disent: «Allez, lâche pas, tu vas y arriver». Et puis, oui, il y a des moments durs, il y a des fois où on se trompe, il y a des fois où moi il y a eu un moment où j'ai perdu 50 heures de travail pour une petite bêtise. Bah, là, voilà, il faut pas lâcher, il faut montrer qu'on a la niaque et c'est très formateur. Comment s'est passée la cérémonie pendant laquelle vous avez présenté votre chef-d'œuvre pour accéder au grade de compagnon? Comment ça se passe? Déjà, c'est important de présenter un travail fini. Voilà, ça c'est en tout cas dans notre métier, il n'est pas concevable, qu'on ne mène pas notre chantier jusqu'au bout. C'était assez solennel et enfin, en fait, c'est assez fou comme moment parce que tout votre Tour de France, vous attendez ça. Quand vous finissez votre travail, en fait, c'est les autres qui vous disent que vous l'avez fini parce que, on est tellement exigeant avec nous-mêmes qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de plus à faire. Alors il faut se rappeler que le mieux est l'ennemi du bien et c'est ça qui nous permet de dire: «Stop, je m'arrête» et en fait, on se retrouve devant, des compagnons qui vont vraiment décider de notre avenir. Soit ils estiment que le travail est bon et qu'on va continuer, qu'on va devenir compagnon, soit ils estiment qu'on n'a pas le niveau et là tout s'arrête et clairement
très peu de gens trouvent le courage de retenter l'aventure une deuxième fois parce que c'est éprouvant et physiquement et mentalement. Donc c'est un sentiment assez partagé. On est à la fois excité parce qu'on attend ça depuis 5, 6, 7 ans et puis à la fois, on sait que notre avenir se joue, sur une soirée, quoi. Mais c'était un merveilleux moment quand même. Si je comprends bien, au fond, le compagnonnage, c'est un parcours de perfectionnement de son métier, de soi-même. Comment est-ce que le compagnon se perfectionne une fois qu'il l'est devenu dans l'institution des compagnons du devoir et du Tour de France? Quand on est capable de transmettre et quand on est capable d'avoir quand on a des jeunes en face de nous qui comprennent, déjà on renforce nos connaissances et nos bases. Pour moi, des fois, je comprends des choses en les transmettant. Donc il y a cet aspect-là. Après, on est compagnon, on reste, dans une association, donc on s'accomplit aussi dans le bénévolat, dans l'accompagnement des jeunes, on continue à les suivre, je veux dire l'ancien, on appelle ça finalement un ancien quand on a fini son Tour de France. L'ancien, c'est un peu, celui dont les jeunes, vouent, pas un culte, mais voilà, quand on voit l'ancien, on se dit: «Oh, j'aimerais, devenir comme lui et Il y a une il sait tellement de admiration. choses». Voilà et aujourd'hui, on doit continuer à aller voir les jeunes, à les accompagner pour leur donner finalement envie de vivre ce que nous, on a vécu. Tout à l'heure, vous me disiez, il faut 2 minutes 30 pour être intégré dans le compagnonnage, pour être intégré ou pas, j'imagine. Quand vous êtes sur un chantier, est-ce qu'il vous faut aussi 2 minutes 30 pour repérer ceux qui sont compagnons et ceux qui ne le sont pas? Est-ce qu'ils ont une façon d'être que tout de suite vous repérez? Oui, généralement oui. Alors, des fois, ça peut être dans la tenue vestimentaire puisque, on a une certaine tenue qui est assez traditionnelle. Enfin, c'est rien, hein, c'est pas du folklore. On a un pantalon particulier, par exemple, chez les charpentiers qui s'appelle le largeau. Généralement, quand on voit ça, bizarrement, au nez, on sait que, il y a beaucoup de chances que cette personne soit compagnon. Ensuite, souvent dans la manière de travailler, de transmettre, il y a des choses qu'on voit. Après, nous, chez les compagnons, on a un marquage particulier pour marquer nos bois. C'est-à-dire qu'on marque pas un, 2, 3, 4. On marque avec des bâtons, des barres, quoi et souvent celui qui marque avec le marquage de charpentier, c'est qu'il a fait le compagnonnage et puis, alors souvent, c'est marrant parce que ceux qui sont pas compagnons, sur le chantier, vont dire: «Ouais, beh, vous les compagnons, voilà, on nous met tout de suite dans une catégorie. C'est rigolo, on se charrie entre ceux qui ont fait le compagnonnage, ceux qui ne l'ont pas fait et puis il y a une marque qui peut être visible que si on le sait. C'est ce qu'on appelle, les joints. Donc les joints, moi je les porte, c'est des tout petits anneaux, en or avec des petites facettes dessus et c'est des anneaux qui sont collés au lobe et c'est la seule la seule chose qui permet à quelqu'un qui n'est pas du compagnonnage de savoir que c'est un compagnon puisque généralement, on ne se présente pas en tant que compagnon et vous ne retrouverez pas, compagnon charpentier, en haut d'un CV. Voilà, c'est des petits signes. J'ai envie de dire quand on est profane, on le sait pas forcément, mais c'est ça qui nous permet de nous identifier, Sur une des 2 oreilles ou sur les 2 oreilles? sur les 2 oreilles et ça va très bien aux garçons. Donc c'est voilà deux petits anneaux en or qu'on appelle des joints. Ce qui me vient, c'est que le compagnon, il est reconnu par l'institution, mais il se revendique pas compagnon. On nous enseigne l'humilité donc et puis vous savez des fois c'est pas toujours un titre facile à porter d'être compagnon parce que beaucoup pensent que quand on est compagnon, on sait tout. Et c'est pas vrai, on ne sait pas tout. On est toujours en quête de savoir et comme beaucoup, beaucoup de gens, pensent qu'on est l'élite, qu'on est les meilleurs alors que non, bah, des fois, voilà, ça peut vite être un fardeau si on a des gens en face qui attendent, beaucoup, beaucoup de nous, quoi. Vous avez choisi d'être prévôt, de diriger la maison des compagnons de Reims. Est-ce que vous allez revenir à votre métier de charpentier un jour ou l'autre? Comment est-ce que vous envisagez votre avenir professionnellement? J'aime beaucoup trop mon métier pour le laisser tomber. Je pense pas avoir passé autant d'années à l'apprendre pour le laisser derrière moi. Moi, il me reste 1 an en tant que prévôt et j'ai vraiment envie de repartir, sur les toits. Voilà, le bois, c'est une odeur, c'est une sensation, ça réconforte, tous les jours donc je me vois repartir sur les chantiers quelques années. Pourquoi pas me mettre, à mon compte? Mais j'ai au moins envie
de retoucher la matière 4-5 ans après ma mission. Marion, on a parlé de rituel. Il y a aussi un rituel pour fermer l'épisode. C'est ce que j'appelle le moment de solitude. Je vais sortir de la pièce où je me trouve. Je vais vous demander d'ajouter ce que vous voulez à cet entretien. Dans 2 minutes, je reviens. Le compagnonnage, on nous a toujours dit que c'est fait pour rendre les gens heureux et je pense que c'est vraiment le cas. Et j'espère pouvoir transmettre ça tout au long de ma vie. Donc en tout cas, j'encourage tous ceux qui ont envie de vivre cette expérience à ne pas avoir peur. L'apprentissage, c'est quelque chose de long, de compliqué, mais c'est tellement enrichissant qu'on ne peut que ressortir heureux et épanoui de cette expérience. Donc voilà, vive les compagnons et vive la charpente. Merci Marion d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glisson. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. C'était Philippe Ingard. À bientôt.